Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie. Il est midi et bienvenue dans votre journal à la une. En présentant ses meilleurs vœux et exprimant sa profonde estime, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier les enseignants et les professeurs à l'occasion de la journée mondiale. Et les enseignants et les professeurs qui jouent un rôle prépondérant dans l'éducation de générations entières sont accompagnés par les plus hautes autorités du pays en prenant de grandes décisions pour améliorer leurs conditions de vie socio-professionnelles. Tenu hier à Bruxelles, la capitale belge, de la 5e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne. Rabat a appelé à plus d'investissements des entreprises européennes dans la stratégie nationale qui vise à développer la production gazière dans notre pays. Et le Festival international de la bande dessinée FIBDA se poursuit à l'esplanade de Riyad El Fetha à Alger. Raconter la révolution algérienne à travers des bulles, c'est l'idée qu'a eue Souhila Amirat et Ben Youssef Abbas Kbir, rencontré par Friel Cheikh lors de cette édition. Voilà pour les titres, bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en présentant ses meilleurs vœux et exprimant sa profonde estime, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier les enseignants et les professeurs à l'occasion de la journée mondiale. Je présente mes meilleurs vœux et j'exprime ma profonde estime. Messieurs les enseignants et professeurs à l'occasion de la journée mondiale des enseignants, célébrée le 5 octobre, en reconnaissance de leur rôle dans l'édification des générations, dans le développement et de leurs compétences en vue d'assurer l'avenir de l'Algérie de demain, a écrit le président de la République sur son compte X. Les enseignants et les professeurs ont de tout temps joué un rôle prépondérant dans l'éducation des générations entières, en leur inculquant le sens de la citoyenneté et en les préparant à participer activement à l'édification du pays. Les plus hautes autorités du pays accompagnent les enseignants en prenant de grandes décisions pour améliorer leurs conditions de vie socio-professionnelles, nous dit Adel Bouhames et Bada Amarni. Garantir l'équité et la dignité à l'enseignant, une des priorités de l'État. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris des décisions importantes. Titularisation des enseignants contractuels du secteur de l'éducation, l'amélioration de la situation socio-professionnelle des personnels du secteur et la révision du statut particulier de l'enseignant dans le cadre de la réforme du système éducatif. Pour soutenir le pouvoir d'achat des enseignants, leurs salaires ont été revus à la hausse en début d'année. Le caractère social de l'État algérien n'est pas un simple slogan. En effet, le président de la République a concrétisé son 29e engagement à travers la garantie d'un revenu décent aux citoyens. Ce soutien ne se limite pas à l'aspect matériel, mais concerne également la situation sociale de l'enseignant pour le protéger contre toute forme d'atteinte en actionnant des mesures fortes comme les sanctions contre les agresseurs des enseignants. La rentrée scolaire 2023-2024 a vu plusieurs nouveautés, à l'instar de l'introduction des activités pédagogiques relatives à la prévention des accidents de la circulation, la remédiation pédagogique pour les élèves de la première année du cycle moyen, ainsi que la modification des mécanismes d'orientation vers la filière mathématique au cycle secondaire. Dans ce sens, des enseignants de l'éducation physique et sportive au cycle primaire et des accompagnateurs pour les enfants atteints du spectre d'autisme ont été recrutés. D'autres projets sont en cours de préparation comme le lancement de la bibliothèque numérique parlante et le livre numérique interactif d'anglais destiné aux élèves de la 3e année primaire. La numérisation, une stratégie du secteur de l'éducation nationale avec un objectif d'asseoir une école de qualité à travers la maîtrise des critères scientifiques, notamment la maîtrise de l'intelligence artificielle. Et à la faveur des étudiants de l'université d'Oum Bouagui, Arbi Ben Mehili, une nouvelle annexe des sciences médicales vient renforcer le campus. L'ouverture de cette nouvelle infrastructure universitaire de 250 places pédagogiques permettra d'accueillir les étudiants en médecine qui suivaient leurs études dans d'autres wilayas. Malika Belal.
L'ouverture de ce nouveau pôle scientifique dans la wilaya d'Oum el-Bouaqi va faciliter l'accès des étudiants aux spécialités scientifiques de leur choix, la réduction de la charge sur les facultés centrales et l'amélioration de la qualité de la formation. Le 24 septembre dernier a marqué l'ouverture officielle de l'annexe des sciences médicales à l'université d'Oum el-Bouaqi. Aujourd'hui, c'est la rentrée des enseignants qui ont commencé à donner des cours dans diverses spécialités. D'autres spécialités seront enseignées au niveau de cette annexe prochainement. C'est une bonne chose pour nous les étudiants en médecine. Cela va nous éviter d'aller étudier dans d'autres wilayas. Cette nouvelle faculté est un très bon acquis pour les étudiants en médecine de Oum el-Bouaqi et aussi pour la wilaya. Cela nous évitera les déplacements vers d'autres wilayas pour étudier la spécialité de notre choix. La nouvelle annexe des sciences médicales de l'université Al-Arbi Ben Mehdi d'Oum el-Bouaqi devrait accueillir pas moins de 250 étudiants à compter de la saison universitaire 2023-2024. Nous souhaitons le succès et la réussite à tous nos étudiants dont le nombre a atteint les 250 nouveaux étudiants. La nouvelle faculté est un acquis non seulement pour la wilaya d'Oum el-Bouaqi mais aussi pour les autres wilayas limitrophes comme Khenchela, Betna, Mila et Tebessa. 5 nouvelles spécialités seront enseignées dès cette rentrée universitaire. Leur encadrement est assuré par des enseignants qui viennent de rejoindre ce nouveau département. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée au secteur des finances, des transports et de l'intérieur. Tout d'abord, dans le domaine des finances, le gouvernement a examiné l'avant-projet de loi de finances pour 2024, présenté par le ministre des Finances, et ce en prévision de sa présentation lors d'un prochain Conseil des ministres. Dans le domaine des transports, le ministre des Transports a présenté un projet de décret exécutif portant création du Haut Commissariat des ports et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement. Ce projet de texte vient en exécution des directives du président de la République relatives à la mise en place des mécanismes efficaces pour la création d'une autorité portuaire à placer sous la tutelle d'un gouverneur ou d'un wali. Enfin, et dans le domaine de l'intérieur, le gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire sur le plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe hors sec. Cette communication vise à dresser un état sur l'opérationnalité des plans nationaux et locaux d'organisation des secours en cas de catastrophe selon une perspective proactive visant à passer d'une focalisation sur l'après-catastrophe vers une focalisation sur la gestion du risque de l'avant-catastrophe et ce dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Par ailleurs, hier à Alger, les pays membres de l'institution Shelter Afrique, lors de l'Assemblée générale de la même institution, se sont entendus sur plusieurs points, notamment le renforcement et le développement durable sur le continent africain et également relever de nouveaux défis pour promouvoir et booster le secteur de l'habitat dans le continent. Couverture à Malé Selider. L'institution panafricaine de financement et de développement du logement Shelter Afrique devient officiellement la banque de développement pour le logement durable et abordable ainsi que le développement urbain en Afrique. L'idée donc de passer au statut de banque, il s'agit de renforcer donc la capacité de l'institution à mobiliser les capitaux nécessaires pour accompagner les États et surtout pour aider les États à résoudre la question du logement abordable dans nos États africains. En banque de développement, Shelter Afrique. Donc maintenant, jusqu'à présent, je le disais, beaucoup de gens ne savaient pas ce que signifiait Shelter Afrique. Maintenant que c'est une banque de développement au même titre que la BAD, que d'autres banques de développement, je crois que les gens vont reconnaître davantage l'importance de cette banque, de cette institution dans l'accompagnement de nos politiques de logements sociaux. Une démarche qui permettra également de développer le commerce interafrique. C'est une clé majeure de ce que nous voulons faire. Étant une institution panafricaine, nous avons un rôle d'intégration africaine.
nous avons ce rôle de nous assurer qu'il y ait des échanges fournis et développés entre nos pays, puisque certains pays ont des avantages compétitifs dans certains secteurs, d'autres ont d'autres avantages compétitifs. Donc cet échange dont vous parlez est critique dans notre mission. Nous ne sommes pas juste une banque de financement ou de développement, nous sommes une institution aussi panafricaine, multilatérale, qui est là pour s'assurer que l'intégration africaine soit une réalité. De quoi encourager et dynamiser davantage l'investissement dans le continent africain et faire développer les échanges entre les différents pays du continent. Et à Bruxelles, la capitale belge, s'est tenue hier la 5e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne. Arqab a appelé à plus d'investissement des entreprises européennes dans la stratégie nationale qui vise à développer la production gazière dans notre pays, considéré comme le second partenaire énergétique de l'Union européenne en matière de gaz naturel. Depuis Paris, Afef Belouchette. Dans les coulisses de la 5e réunion annuelle entre la commissaire européenne à l'énergie et le ministre de l'énergie, se dessine un avenir énergétique empreint de promesses. Mais d'abord, le bilan. Cette année, la part de l'Algérie dans le marché européen du gaz naturel a augmenté de 16,5%. Elle se classe désormais après la Norvège, premier fournisseur de l'Union européenne, au deuxième trimestre 2023 avec une part de 44,3%. L'Algérie est un partenaire important pour notre sécurité en alimentation gazière. L'année dernière, elle a été le second fournisseur de l'Europe en gaz. Nous avons discuté des moyens pour augmenter davantage ses exportations. L'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Union européenne. L'Algérie a investi énormément dans le secteur afin de développer l'industrie gazière et nous encourageons les investissements plus importants de nos partenaires européens, notamment grâce à la nouvelle loi sur les investissements dans les hydrocarbures. Mais c'est l'avenir qui était au cœur des échanges. Un partenariat stratégique se profile. L'Union européenne et l'Algérie s'engagent à réduire les émissions de méthane, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. بشكل تطوعي الجزائر قامت بعدة مشاريع في هذا الجانب للحد من انبعاثات. L'Algérie a lancé plusieurs projets dans ce domaine pour limiter les propagations de gaz comme le méthane ou autres comme le CO2. Nous avons arrêté plusieurs projets pendant cette importante réunion et nous avons arrêté un calendrier dans ce sens. We have confirmed our political support for a close collaboration between the Algerian National Energy Company. Nous avons confirmé notre politique commune pour une étroite collaboration entre la Sonatrach et des sociétés européennes publiques et privées du secteur, International Cooperation ou ENI, la société italienne, pour détecter et réduire le méthane. And reduction of methane emissions. Un horizon plus vert se dessine également avec des perspectives de coopération dans les énergies renouvelables et l'hydrogène vert. L'objectif ambitieux est d'atteindre un taux de 42,5% d'énergie renouvelable d'ici 2030, insufflant ainsi un souffle nouveau dans le paysage énergétique. الجزائر بلد منتج للغاز ومنتج للغاز ويوفر كميات هائلة. L'Algérie est un pays producteur de gaz et garantit un approvisionnement important et sécurisé de gaz naturel à l'Europe. Et nous aspirons à continuer ces investissements avec notre partenaire européen afin d'assurer davantage de production dans le respect des normes environnementales. وبصفة محافظة على البيئة. Algeria has a potential in wind and solar power generation. L'Algérie a un potentiel important de production de gaz à hydrogène et une bonne connexion d'acheminement vers l'Europe. Elle pourrait être un pôle important pour produire du gaz à hydrogène et nous avons arrêté un plan pour un projet expérimental de production de gaz à hydrogène. Project for the production of renewable hydrogen and its possible export to Europe. Réduction des émissions de méthane, développement des énergies renouvelables et renforcement de la position de l'Algérie comme fournisseur énergétique, tant de projets qui témoignent de la vision commune d'un avenir énergétique plus durable entre les deux partenaires. Par ailleurs, l'ONG suisse Trial International est dans un article d'Algérie 54 dévoile les dessous d'une affaire de manipulation sordide. Cette même ONG suisse prétend défendre les droits de l'homme en s'attaquant à notre institution militaire. Le même article dévoile les commanditaires de cette propagande. Plus de précisions avec Amel Barba. Qui se cache derrière l'organisation non gouvernementale suisse Trial International qui menace l'armée algérienne?
L'article publié sur le site Algérie 54 dénonce la face obscure de ces ONG qui servent de cheval de Troie, actionnées selon des agendas bien établis. L'auteur de l'article, qui s'appuie sur de nombreuses sources et enquêtes réalisées par des spécialistes, souligne que ces ONG qui, en apparence, défendent les droits de l'homme, servent en réalité les intérêts de leurs commanditaires, c'est-à-dire ceux qui les financent. C'est le cas de l'ONG Trial International, financée par 18 donateurs privés et institutionnels dans 4 ministères des Affaires étrangères de pays occidentaux. L'article révèle aussi que les activités de cette ONG sont soutenues par la très controversée fondation Open Society du milliardaire George Soros, une fondation spécialisée dans l'exportation fallacieuse de la démocratie. L'article dévoile que l'action et l'argent de cette fondation est un moyen pour déstabiliser les pays, démanteler la souveraineté nationale des États et les valeurs sociales, travaillant étroitement avec certains pays occidentaux pour concrétiser ces objectifs. En actionnant la justice suisse. L'auteur de l'article s'interroge comment une justice qui se prétend indépendante et intègre se constitue dans des affaires qui portent atteinte à la souveraineté des États par le biais d'ONG douteuses. Selon l'article, en visant l'institution militaire, cette ONG porte préjudice à l'armée nationale populaire et nie ses efforts de lutte contre le terrorisme au moment où elle a affronté seule ce fléau dans les années 90, au moment aussi où le monde considérait ce terrorisme comme une guerre civile. Mais l'histoire retiendra que l'Algérie a réussi grâce à son armée et l'unité de son peuple à vaincre le terrorisme aveugle alors qu'elle était isolée du monde. Et au volet santé, en application du règlement sanitaire international et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières et pour prévenir toute propagation épidémique ou autre menace, le ministère de la Santé a procédé en coordination avec les différentes autorités compétentes à l'activation du système de vigilance sanitaire à travers la publication d'une note contenant une série de mesures préventives à adopter pour éviter tout développement épidémique lié aux insectes nuisibles tels que les punaises de lit qui constituent une menace pour la santé publique et ce au niveau des points d'entrée. Il s'agit notamment d'assurer le contrôle sanitaire des avions, des navires, des transports terrestres et leur désinfection en cas de risque relevé par les employés des centres de contrôle sanitaire frontaliers. Le renforcement du contrôle épidémiologique, le nettoyage et l'assainissement régulier des aéroports, des ports et des sites terrestres, le contrôle et la désinfection des bagages et des marchandises susceptibles de contenir des insectes nuisibles, la fourniture d'informations sanitaires aux voyageurs, outre la nécessité d'une coordination étroite et continue avec tous les secteurs opérants dans les points d'accès aériens, maritimes et terrestres. Et à l'international, et avec beaucoup de tristesse, la Syrie a enterré ses morts entre militaires et leurs proches victimes d'une attaque de drone contre une cérémonie de promotion d'officiers contre l'académie militaire de Homs dans le centre du pays, qui a fait plus d'une centaine de morts. Le gouvernement syrien a décrété un deuil officiel de 3 jours à partir d'aujourd'hui. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé son inquiétude après cette attaque, insistant sur la nécessité de protéger les civils suivant le droit humanitaire international. Retour chez nous et le 9e art qui est célébré au pays de Maqam Shahid, très exactement à l'esplanade de Riyad El-Fath. La bande dessinée est célébrée, je le disais, dans toute sa richesse, à commencer par l'histoire et la BD, la révolution dans le Kartalb. C'est donc la publication de Souheil Amirat et Ben Youssef Abbas Kbir qui raconte l'histoire de notre révolution nationale. Nous y fait El-Cheikh. La révolution dans le cartable, un concept de Ben Youssef Abbas Kbir qui consiste à mettre en valeur à travers des bulles le rôle important joué par les écoliers lors de la glorieuse guerre de libération nationale. L'original, c'était un récit historique écrit par Madame Souheil Amirat. Donc j'ai adapté le roman historique en bande dessinée en tant que moyen de transmission, parce que là, on a choisi un sujet très instructif et très pédagogique qui est l'histoire. Parce que là, on est en train de raconter l'histoire à nos jeunes d'une manière attractive
et même amusante, parce qu'il y a des images, il y a quelques aventures. Cette édition a suscité l'engouement d'un nombre important de visiteurs et de participants, à l'image de Lina et son frère. Tous deux sont passionnés depuis leur jeune âge. C'est la deuxième fois que je participe au FIBDA en général. Le manga, c'est ma passion depuis que j'ai 10 ans. C'est mon rêve d'être mangaka. C'est vraiment, au début, c'était reproduire les personnages, reproduire ce que je vois à la télé et les dessins que j'ai trouvés très beaux. Et maintenant, c'est carrément des créations, des histoires et des innovations. Et la créativité n'a pas de limite. FIBDA demeure l'un des rendez-vous de la bande dessinée les plus importants en Algérie, marqué par une importante participation étrangère, à l'exemple du Japon. I make a website that named Ink Saga. Je suis ingénieur en informatique, je crée les mangas par intelligence artificielle et je suis très heureux d'être en Algérie pour la première fois. Cet événement reste une opportunité pour les amateurs et les professionnels du 9e art qui assistent chaque année à cette édition. Je suis toujours heureux parce que la bande dessinée raconte des histoires que nous avons appris, que nous apprenons aux autres, à notre jeunesse. Et la jeunesse a besoin d'apprendre. Leur donner d'apprendre, d'écouter les anciens, d'essayer d'apprendre des anciens le peu qu'ils connaissent, le peu qu'ils peuvent hériter, que l'agrandir pour le ventiler pour les autres à l'avenir. Le 9e art célébré à l'esplanade Riyad el-Fath jusqu'au 8 octobre. Notez-le, jusqu'au 8 octobre. Voilà ce qui termine cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir prêté attention. C'était le journal de midi réalisé par Mohamed Abdelhaq Barached. L'information revient à 19h. Tout de suite, les nouvelles du CELSI, les Abed. Bon appétit si vous êtes à table et à demain. Au revoir.